À 3 heures du matin, ma mère m'a appelé en chuchotant « Aide-moi ». Puis la ligne s'est coupée. Je l'ai trouvée abandonnée devant un hôpital, sous un blizzard, couverte de blessures et pieds nus. Il pensait que j'étais parajuriste. J'étais l'associée gérante d'un cabinet de fraude judiciaire. La voix de ma mère est arrivée par téléphone, comme quelque chose tiré du fond. D'un endroit très profond, aide-moi, puis le silence. Non pas le silence d'un appel coupé, mais le silence d'une ligne toujours ouverte, toujours connectée, où rien ne passait. C'est un silence différent, et pire, car cela signifie que ce qui est arrivé avec le téléphone encore dans sa main. J'ai rappelé. Messagerie vocale. Encore, messagerie vocale. Encore. 4 appels en 90 secondes. Je me tenais dans ma cuisine à Chicago, à 3h02 du matin, dans le noir, regardant l'écran de mon téléphone entre deux tentatives, avec le calme concentré particulier de quelqu'un dont le corps a déjà pris une décision et attend que son cerveau le rattrape. Mon manteau était sur le porte-manteau près de la porte. Ma voiture était dans le garage, 2 étages plus bas. Dehors, par la fenêtre, la neige tombait de côté, venant du lac Michigan, avec l'intensité sérieuse et déterminée d'une tempête qui n'avait pas l'intention de s'arrêter. J'étais au volant à 3h07. Je voudrais vous dire que j'avais un plan. Je voudrais vous dire que j'étais calme, que j'avais évalué la situation. Logiquement, que j'avais parcouru 300 miles à travers un blizzard avec l'efficacité posée d'une professionnelle qui gère des crises pour gagner sa vie. Une partie de cela est vrai. La machinerie professionnelle en moi fonctionnait, notant les détails, stockant les informations, catégorisant ce que je savais et ce que je devais découvrir. Mais mes mains étaient blanches sur le volant pendant la première heure. Et quelque part, autour du 80e mile, quand un semi-remorque s'est matérialisé hors du voile blanc avec environ 3 secondes de préavis et que je l'ai contourné par pur réflexe, j'ai remarqué que je tremblais. Non pas à cause de l'accident évité de justesse, mais à cause de la voix au téléphone, aide-moi. 2 mots. La voix de ma mère, réduite à sa fréquence essentielle. Tout ce qui était social, joué et soigneusement géré, avait disparu. Juste le vrai signal. En dessous. J'attendais depuis 10 ans qu'elle prononce ces mots. Je m'étais préparé à pouvoir y répondre pendant presque aussi longtemps. Warren Gould n'avait aucune idée du genre de fille qui rentrait à la maison. Mon nom est Mara Calloway. J'ai 32 ans. Je suis l'associée gérante de Calloway Forensic Litigation, un cabinet que j'ai fondé il y a 4 ans à Chicago. Il est spécialisé dans l'abus financier envers les personnes âgées, les transferts de patrimoine sous contrainte, la fraude successorale, et la catégorie spécifique de cruauté qui se produit lorsque les gens traitent les personnes âgées comme des actifs à liquider, plutôt que comme des êtres humains avec des droits, une histoire et la possession durement acquise de leur propre vie. Je n'ai pas commencé ma carrière en prévoyant de faire ce travail. J'ai commencé ma carrière comme parajuriste dans un cabinet civil de taille moyenne à Chicago, car c'était le poste disponible lorsque j'ai obtenu mon certificat de parajuriste à 21 ans. J'étais bonne dans ce domaine, et j'ai continué. J'ai réussi l'examen du barreau à 25 ans. J'ai passé 3 ans chez Hendrix et Moore, apprenant le droit des aînés et le contentieux successoral. Auprès d'une associée principale nommée Dorothy Shen. 40 ans de pratique. L'esprit le plus méthodique que j'ai jamais rencontré dans un contexte professionnel. Puis, je suis parti pour construire quelque chose à moi. Je suis doué pour ce travail, pour la raison spécifique que j'ai toujours connue, de l'intérieur, ce à quoi cela ressemble quand quelqu'un utilise la vulnérabilité d'une personne contre elle. J'ai grandi en le voyant se produire dans la maison de ma mère. Autour d'une table, dans les silences particuliers qui suivaient certains échanges entre ma mère et l'homme qu'elle a épousé quand j'avais 11 ans. Warren Gould avait 58 ans lorsqu'il a épousé Evelyn Calloway. Il était entrepreneur, résidentiel et commercial,
modérément prospère, le genre de succès bâti sur des connexions locales et une aisance sociale qui incitait les gens à lui faire confiance avant d'en avoir la preuve. Il avait un fils d'un mariage précédent, Caleb, âgé de 13 ans à l'époque, qui avait hérité de l'aisance de son père et l'appliquait au projet spécifique de rendre ma vie petite. Je n'étais pas doué pour la petitesse. Cela a causé des problèmes. Warren avait une façon de présenter tout ce que je faisais, chaque réussite, chaque ambition, chaque tentative d'exister comme une personne à part entière. Comme une sorte d'agression contre le foyer. Ma bourse pour Northwestern, que j'ai obtenue par mérite académique après 4 ans de travail acharné, plus que quiconque dans ma classe, était, Mara qui fait encore son intéressante. Mais projet pour la faculté de droit était des délires de grandeur. Mon amitié avec un professeur qui m'avait encadré était, Mara qui essaie d'échapper à sa propre famille. Ma mère couvrait une contusion sur ça. Pommette avec du correcteur dans le miroir de la salle de bain, me disait que c'était à cause d'une porte d'armoire, et me regardait d'une manière qui signifiait, ne dis rien. Je suis parti à 19 ans avec une valise et une bourse complète, la voix de Warren me suivant dans l'allée, les filles comme toi ne survivent pas au monde réel. Caleb riait à ses côtés. Ma mère se tenait à la porte, les bras croisés sur sa poitrine, sans rien dire. C'était sa propre forme de réponse, et j'ai passé les 10 années suivantes à essayer de pardonner, de la manière dont on essaie de pardonner quelque chose que l'on comprend, mais que l'on ne peut pas entièrement accepter. Je l'appelais tous les dimanches. Elle répondait quand elle le pouvait. Nos conversations avaient la qualité de transmission difficile à distance, claire par intermittence, perdue dans le statique, jamais tout à fait complète. 3 mois avant l'appel de 3 heures du matin, elle m'a envoyé une enveloppe. Pas de mots, juste des relevés bancaires. 12 mois d'entre eux, avec certaines entrées entourées au stylo rouge. Des virements sortants, des montants qui augmentaient avec le temps. Des numéros d'acheminement qui menaient à des comptes que je ne reconnaissais pas. Je les ai regardés longtemps. Puis, j'ai ouvert un dossier client et j'ai commencé à monter un dossier. J'avais la majeure partie du travail accompli avant que le téléphone ne sonne. Je me suis garé à l'hôpital régional Saint-Agnès à 8h46. La tempête s'était transformée en une neige constante et sérieuse. Pas le voile blanc des heures de la nuit, mais la neige grise et tenace du matin, celle d'un blizzard qui avait décidé de rester. L'entrée principale de l'hôpital était devant moi, le parking à moitié plein, le trottoir salé par endroits. Je l'ai vue avant d'avoir complètement arrêté la voiture. Elle se tenait devant l'entrée de l'hôpital, pas assise sur un banc. Pas abritée sous l'auvent, mais debout à découvert, dans la neige, en chemise d'hôpital et pieds nus. Ses cheveux gris étaient gelés contre ses joues, ses lèvres avaient le bleu caractéristique de quelqu'un qui a eu froid trop longtemps. Ses bras étaient croisés sur sa poitrine, non pas pour la chaleur, mais dans la posture réflexive, sensible et protectrice de quelqu'un qui a été frappé et qui se tient encore sur ses gardes. Les contusions étaient visibles à 30 pieds de distance. Je suis sorti de la voiture avant qu'elle ne soit complètement arrêtée. J'ai dû revenir pour la mettre en stationnement, un détail dont je me souviens avec la précision étrange des moments extrêmes, et j'ai couru à travers le parking. Elle a entendu mes bottes sur le pavé et s'est retournée. Mara? Je l'ai serrée dans mes bras, et mon manteau autour de nous deux, et je l'ai tenue. Elle tremblait si fort que je pouvais le sentir dans ma propre cage thoracique. Ses pieds étaient humides et rouges à cause du froid. Contre ma manche, je pouvais sentir la chaleur de quelque chose qui n'était pas la chaleur corporelle. Plus tard, j'apprendrai que c'était une blessure à son avant-bras qui n'avait pas été correctement pensée. Qui a fait ça, ai-je dit. Pas une question. Ses lèvres tremblaient. Warren a dit que je gaspillais de l'argent à l'hôpital. Elle a dégluti. Un petit mouvement difficile. Caleb a dit que la
Maison n'était plus à moi. Elle m'a regardé avec les yeux d'une femme à qui on a répété quelque chose tant de fois qu'elle a commencé à le croire, et qui n'est plus tout à fait sûre de ce qui est réel. Ils m'ont fait signer des papiers, a-t-elle dit. Je les serrai plus fort. Au-dessus de nous, le voyant rouge de la caméra de sécurité extérieure de l'hôpital clignotait régulièrement. Bien, ai-je pensé. J'avais besoin de ça. Je l'ai emmené à l'intérieur. L'infirmière à la réception, une femme nommée Sandra, qui avait 17 ans d'expérience en accueil d'urgence et l'efficacité particulière et imperturbable de quelqu'un qui a vu toutes les versions de cette situation, a jeté un coup d'œil à ma mère et a immédiatement appelé pour une chambre. Pas d'attente, pas de formulaire d'abord, pas de question d'assurance avant la chambre. Juste, venez avec moi. Le docteur Patricia Ozet, médecin traitant, 14 ans de pratique avec une spécialité en médecine d'urgence gériatrique, a examiné ma mère avec une minutie et une douceur que j'ai notées et auxquelles j'ai réfléchi depuis, comme la forme spécifique de professionnalisme qui est indiscernable de l'attention. Elle a tout documenté. Des ecchymoses à la gorge, compatibles avec une pression des mains. Des ecchymoses sur les 2 avant-bras, compatibles avec une saisie. Une lacération sur le bras gauche, d'environ 4 cm, mal refermée. Une hypothermie légère à modérée. Une contusion cicatrisante sur la tempe gauche, d'environ 2 semaines, compatible avec un impact contondant. Quelqu'un l'a-t-elle examinée au cours des 2 dernières semaines, ai-je demandé. Le docteur osait à regarder le dossier. Il n'y a aucune trace d'une visite antérieure. J'ai regardé ma mère. La porte de l'armoire, a-t-elle dit. Doucement. Et puis, après un instant, je sais. J'ai posé ma main sur la sienne. Je sais que tu sais, ai-je dit. Nous allons nous en occuper. Warren a appelé à 10h12. J'étais debout dans le couloir, à l'extérieur de la chambre de ma mère, mon manteau toujours sur le dos, un café d'hôpital qui refroidissait dans ma main gauche, mon téléphone enregistrant dans ma droite. J'avais allumé l'enregistreur. Avant de répondre. J'enregistre chaque appel à valeur probante potentielle. Depuis 4 ans. C'est une habitude si automatique qu'elle ne nécessite aucune réflexion. Eh bien, a dit Warren, sa voix était la voix que j'avais entendue dans ma tête pendant 10 ans. Lisse, satisfaite, la voix d'un homme qui n'a jamais été tenu responsable de quoi que ce soit et qui est arrivé à la certitude confortable qu'il ne le sera jamais. La fille en fuite s'est finalement souvenue que sa mère existe. Vous l'avez laissée devant un hôpital, sous un blizzard, ai-je dit. Elle est sortie elle-même, a-t-il répondu. Nous ne pouvons pas contrôler Evelyn quand elle devient comme ça, en chemise d'hôpital, sans chaussures, dans la neige. La voix de Caleb, quelque part derrière lui, dit-lui que maman fait du cinéma. Elle fait toujours ça. Je regardais le sang sécher sur ma manche, là où la blessure du bras de ma mère s'était pressée contre moi quand je la tenais. Sur le parking. J'ai noté ce détail. J'ai noté la qualité spécifique de la voix de Warren. Paisible, légèrement amusée, la voix d'un homme qui croit que le déséquilibre de pouvoir est si absolu que la conversation elle-même est un divertissement. Attention, Mara, a dit Warren. Tu n'es pas à Chicago maintenant. Les gens me connaissent ici. Le chef de la police a dîné chez moi. La moitié du conseil d'administration de l'hôpital me doit des faveurs. Le maire joue au golf avec moi tous les 2 jeudis. Une pause. Tu es une secrétaire glorifiée avec un certificat de parajuriste et une rancune. Je l'ai laissé finir. Il y a une compétence particulière à laisser quelqu'un finir, à lui donner toute la corde, et c'est une compétence que j'ai passé des années à développer. Parajuriste, en fait, ai-je dit. Il a raccroché en riant. Il ne savait pas que je n'étais plus parajuriste depuis 4 ans.
J'étais l'associée gérante d'un cabinet de litiges médico-légaux qui, en 4 ans d'activité, avait récupéré 14,7 millions de dollars d'actifs frauduleusement transférés pour des clients âgés d'ancien état. Contribué à la poursuite pénale de 9 individus pour abus financiers envers les personnes âgées, et été cité par le bureau du procureur général de l'Illinois comme partenaire ressource dans 2 enquêtes en cours sur la fraude. Il ne savait pas que 3 mois plus tôt, lorsque ces relevés bancaires étaient arrivés dans une enveloppe simple, avec l'écriture de ma mère sur le devant, j'avais ouvert un dossier préliminaire, assigné 2 de mes meilleurs enquêteurs, et passé les 12 semaines suivantes à constituer un dossier documentaire de chaque transaction financière impliquant les comptes de ma mère au cours des 3 années précédentes. Il ne savait pas que ma Dash Cankar, une Garmin Dash Can 67 watts avant et arrière avec une résolution de 1440p et un enregistrement GPS, avait enregistré mon arrivée à l'hôpital avec l'heure, la date, l'emplacement et l'image complète de ma mère debout pieds nus dans la neige. Il ne savait pas que le docteur Osé avait documenté que la caméra située au-dessus de l'entrée de l'hôpital avait capturé un véhicule correspondant au GMC Yukon 2021 de Warren, s'éloignant du trottoir à 7h23 du matin, et que sur les images, une silhouette en chemise d'hôpital était visible, abandonnée sur le trottoir alors que le véhicule partait. Il ne savait pas que son appel téléphonique m'avait été enregistré en entier, que l'enregistrement était déjà téléchargé sur le serveur cloud sécurisé de mon cabinet, sauvegardé à 2 endroits, et envoyé sous forme compressée à mon associé Daniel Park avec des instructions pour l'enregistrer comme pièce C dans le dossier en cours. Il ne savait rien de tout cela. Il pensait avoir affaire à une fille en fuite, rancunière, munie d'un certificat de parajuriste. Ce soir-là, je me suis assise à côté du lit d'hôpital de ma mère. Pendant qu'elle dormait, le bras correctement nettoyé et pansé, sa température normalisée, et le sommeil profond et épuisé de quelqu'un dont le corps a subi une détresse prolongée et a enfin eu la permission de se reposer. Je suis resté là à travailler sur mon ordinateur portable et je n'ai ressenti rien qui interféra avec le travail, ce qui est la discipline spécifique que cette profession exige, et à laquelle je suis maintenant très bonne. Je me suis rendu au bureau du greffier du comté à 8h le lendemain matin, à l'heure d'ouverture. Le transfert de propriété avait été déposé 6 semaines auparavant. La maison de ma mère, la maison qu'elle possédait entièrement depuis le versement de l'assurance vie de mon père biologique en 2009, la maison qui était à son nom seul et était restée à son nom tout au long de son mariage avec Warren, car même dans les pires années, elle avait gardé cette seule chose. Avait été transférée à une SARL de holding enregistrée au nom de Caleb Gould. Le notaire sur le document était une femme nommée Pamela Reese. J'ai cherché Pamela Reese. Elle était la réceptionniste de Warren dans son entreprise de construction. Elle l'était depuis 6 ans. Le témoin sur le document était un homme nommé Derek Forsyth. J'ai cherché Derek Forsyth, le frère de la petite ami de Caleb. Dans mon domaine, nous appelons cela une exécution captive, un document légal signé dans des circonstances spécifiquement conçues pour empêcher un examen indépendant, et dont les témoins et le notaire sont des parties dont les intérêts s'alignent avec le bénéficiaire plutôt qu'avec le donateur. Ce n'est pas subtil. Les hommes arrogants qui opèrent dans de petites villes, avec des juges complaisants et des forces de l'ordre amis de golf, ont rarement besoin d'être subtils. J'ai photographié chaque page du dossier. J'ai appelé mon associé James Whitfield, 26 ans d'expérience en examen de documents médico-légaux, anciennement membre de l'unité des documents douteux du FBI, et je lui ai envoyé les photographies par email avant d'atteindre ma voiture. Dans combien de temps peux-tu le traiter, ai-je demandé. Si c'est ce que ça en a l'air, a-t-il dit, 48 heures. C'est exactement ce que ça en a l'air. Cet après-midi-là, Caleb a posté sur Instagram une photographie de lui-même, debout devant la maison de ma mère. Sa maison. La maison où j'avais grandi. Là
Maison au volet bleu que ma mère avait peint elle-même un week-end d'été. Quand Warren était absent. Elle s'était déplacée dans le jardin avec un pinceau. Et une liberté spécifique dans son corps que j'avais soigneusement archivé à 12 ans, car je comprenais, même alors, que c'était rare et qu'il fallait s'en souvenir. Caleb se tenait devant, les bras écartés et le visage affichant l'expression d'un homme qui s'attribue le mérite de quelque chose. La légende disait. Nouveau commencement. Certaines personnes ne méritent tout simplement pas ce qu'elles ont. J'ai fait une capture d'écran, horodatée, ajoutée au dossier. Comme pièce F. Warren m'a envoyé un message ce soir-là, tu devrais partir. Avant de te ridiculiser. Evelyne va bien. Elle est dramatique. Elle l'a toujours été. Rien ici ne te concerne. J'ai répondu une seule phrase, vous avez ciblé la mauvaise fille. Il a répondu avec un émoji rieur. Je suis retourné au travail. Les relevés bancaires ont mis 48 heures à être entièrement tracés, car les virements avaient été acheminés via 3 comptes, dans une structure clairement conçue pour créer une distance entre l'origine et la destination. C'est le genre de structure qui semble sophistiquée jusqu'à ce qu'un expert comptable la regarde. À ce moment-là, elle ressemble à ce qu'elle est. Une piste laissée par quelqu'un qui comprenait que les virements directs étaient traçables et supposait que 2 comptes intermédiaires suffiraient à l'obscurcir. Il n'était pas suffisant. Mon experte comptable, le docteur Rina Subramaniam, examinatrice agréée en matière de fraude, anciennement de la division de l'application des lois de la SEC, 17 ans de reconstruction financière, avait terminé la carte de transfert complète le jeudi matin. 17 ans de reconstruction financière, avait terminé la carte de transfert complète le jeudi matin. 6 virements totalisant 78 400 $, du compte de retraite de ma mère vers la SARL de Caleb, qui avait été constituée 6 mois auparavant et dont le but déclaré était l'investissement et le conseil en actifs numériques. Le compte d'exploitation de la SARL avait ensuite effectué 3 virements vers un compte d'échange de crypto-monnaies enregistré au nom de Caleb, lequel avait par la suite perdu environ 60% de sa valeur lors d'une correction de marché qui, comme ces choses le sont généralement, était entièrement prévisible. Les économies de retraite de ma mère avaient financé l'investissement raté de Caleb Gould dans les crypto-monnaies, pendant qu'elle se tenait pieds nus dans la neige, devant un hôpital. Je n'ai pas ressenti ce que l'on pourrait s'attendre à ressentir à ce stade du processus. Ce que j'ai ressenti, c'était la concentration froide et spécifique de quelqu'un qui a identifié la forme complète d'une chose et s'apprête à la présenter. Le sentiment que j'avais concernant ce qui avait été fait à ma mère. Vivait sous le travail, en dessous et constant, une basse fréquence qui alimentait tout sans interférer avec la précision de celui-ci. La vraie rage ne crie pas, elle construit le dossier. J'ai déposé une demande de tutelle d'urgence au tribunal de district du comté de Harlan le jeudi après-midi. Le dossier faisait 340 pages. Il incluait la documentation médicale du docteur Osé avec des photographies, les images de ma dashcam de mon arrivée, et les images de l'extérieur de l'hôpital de l'abandon. Toutes authentifiées par des affidavits de chaîne de possession. L'enregistrement complet de l'appel téléphonique de Warren, avec une transcription certifiée par un service de transcription professionnelle. Le rapport d'examen préliminaire des documents de James Whitfield, concluant que le transfert de propriété avait été exécuté alors que ma mère était médicalement documentée comme souffrant d'une commotion cérébrale. Les dossiers d'admission à l'hôpital, datant de 3 jours avant le transfert, obtenus par une demande de dossiers médicaux, montraient qu'elle avait été traitée pour une blessure à la tête et qu'elle était notée, orientée X2, présentant de la confusion, ce qui, en vertu de la loi de l'État, annule un transfert de propriété immobilière en raison d'une incapacité statutaire. Le rapport de reconstruction financière du docteur Subramaniam, le dépôt au greffe du comté avec ses conflits de notaires et de témoins documentés, le message Instagram de Caleb, horodaté et authentifié. Le message texte de Warren à mon intention, avec les métadonnées préservées. Et
Une déclaration sous serment de ma mère, prise dans sa chambre d'hôpital le mercredi matin, en présence du docteur Osé en tant que témoin, dans laquelle elle décrivait, dans ses propres mots, sans incitation ni suggestion, les événements des 18 mois précédents. Je lui avais demandé si elle était sûre de vouloir faire la déclaration. Elle m'a regardé avec des yeux clairs, plus clairs qu'ils ne l'avaient été à mon arrivée, plus clairs que je ne les avais vus en plusieurs années d'appels téléphoniques du dimanche, et elle a dit « J'attendais que quelqu'un me pose les bonnes questions. » Je lui ai posé les bonnes questions. L'honorable juge de district Sandra Beaumont siégeait au banc du comté de Harlan. Depuis 19 ans. Elle avait la réputation, selon les recherches que mon assistante avait effectuées à ma demande, d'être minutieuse, impatiente face au théâtre procédurale, et particulièrement attentive aux affaires concernant les personnes âgées. Sa propre mère avait fait l'objet d'un litige de tutelle 10 ans auparavant, ce qui avait éclairé sa pratique sans la compromettre. L'audience a eu lieu le vendredi matin. Warren et Caleb sont arrivés ensemble, ce à quoi je m'attendais. Warren portait un pardessus en laine couleur camel et des boutons de manchette. Ce que j'ai noté comme le costume d'un homme qui croit que la présentation est un argument. Caleb portait des baskets de marque et avait la posture décontractée et insouciante de quelqu'un à qui on a répété à plusieurs reprises qu'il allait gagner et qui a commencé à le croire. L'avocat de Warren était Douglas Penn, 51 ans de pratique dans le comté de Harlan, le genre d'avocat local dont la valeur est entièrement relationnelle. Il connaissait les juges, il connaissait les greffiers, il connaissait les rythmes procéduraux d'un petit tribunal de comté. Et il était très doué pour utiliser tout cela afin de donner l'impression que les affaires étaient déjà décidées avant même d'être plaidées. Il s'est levé et a dit, « Votre honneur, il s'agit d'un désaccord familial qui a été caractérisé comme une urgence juridique par une fille éloignée, motivée par l'argent et rancunière. J'ai connecté mon ordinateur portable au système d'affichage de la salle d'audience. J'avais fait cela environ 60 fois en 4 ans. Je le fais toujours de la même manière, méthodiquement, sans drame, dans l'ordre qui construit l'image la plus complète. Je ne joue pas, je n'éditorialise pas. Je présente des preuves et je les laisse parler dans leur propre registre, qui est toujours plus fort que tout ce que je pourrais dire par-dessus. D'abord, les images de sécurité de l'hôpital. Ma mère au bord du trottoir à 7h23 du matin, le GMC Yukon de Warren s'éloignant. Caleb visible à la fenêtre passager. La qualité des images était suffisante pour voir les pieds nus de ma mère sur le trottoir salé, pour voir la chemise d'hôpital, pour la voir se pencher et ramasser un sac en plastique qui avait été jeté du véhicule avant qu'il ne parte. Un sac en plastique qui contenait, comme l'inventaire de l'hôpital l'avait documenté, son sac à main et son téléphone, tous deux vidés de leur argent. La salle d'audience était silencieuse. L'expression du juge Beaumont n'a pas changé, mais quelque chose derrière ses yeux s'est aiguisé. Deuxièmement, l'appel enregistré de Warren. Je l'ai joué depuis mon téléphone, via les haut-parleurs de la salle d'audience. L'enregistrement complet, non édité. Sa voix emplit la pièce, le maire joue au golf avec moi. Le chef de la police a dîné chez moi. Vous êtes une secrétaire glorifiée. Son rire à la fin. Douglas Penn a changé de position sur son siège. Troisièmement, la reconstruction financière du docteur Subramaniam. Les 6 virements. La structure d'acheminement. La SARL, l'échange de crypto-monnaies. 78 400 $ des économies de retraite de ma mère, tracées de l'origine à la destination, dans un document qui était, comme le docteur Subramaniam en a témoigné plus tard, l'une des structures de transfert frauduleux les plus claires qu'elle ait vues en 17 ans de travail de reconstruction. Le sourire de Caleb avait disparu. Quatrièmement, le rapport d'examen de documents de James Whitfield. Le transfert de propriété annulé pour cause d'incapacité. Les dossiers hospitaliers de ma mère, datant de 3 jours auparavant, montrant
La mention documentée de confusion, le notaire et le témoin captif, la preuve structurelle d'un document conçu pour éviter un examen indépendant. Cinquièmement, et je veux être honnête, je ne m'attendais pas à avoir celui-ci. Il est arrivé dans ma boîte de réception à 23h47 la veille de l'audience, d'un expéditeur inconnu qui n'a inclus que le fichier et un message disant « J'attendais que quelqu'un se soucie suffisamment de chercher. » Des images de la caméra de sonnette du voisin d'en face, enregistrées 6 semaines auparavant, la veille du dépôt du transfert de propriété. Warren, dans l'allée de la maison de ma mère, la main sur son bras, avec la prise spécifique de quelqu'un qui ne tient pas une personne, mais la dirige. Ma mère se reculant. Caleb sur les marches du porche, penché en avant, le visage dans la configuration particulière de quelqu'un qui a décidé que ce qu'il veut est plus important que ce que quelqu'un d'autre est capable de donner. Sa voix sur les images. La caméra du voisin avait un microphone étonnamment bon, comme je l'ai souvent constaté avec les systèmes de sécurité résidentielle, était clair, signe-le. Ou gèle dans ta propre maison, vieille femme. La salle d'audience est devenue froide, pas au sens figuré. La température réelle de la pièce a semblé changer. Comme la température change quand quelque chose entre dans un espace qui porte sa propre météo. Warren s'est levé d'un bond. C'est une affaire de famille privée, instrumentalisée par. Asseyez-vous, a dit le juge Beaumont. Elle l'a dit sans élever la voix, ce qui est le genre d'autorité qui vient de décennies passées dans une salle où vous êtes là. Personne qui décide de ce qui se passe. Il s'est assis. Douglas peine à poser son stylo sur la table et ne l'a plus ramassé. Avant le déjeuner, le juge Beaumont a prononcé ce qui suit, tutelle d'urgence. Devlin Calloway, accordée à Mara Calloway. Tous les comptes et actifs d'Evelyn Calloway, gelés en attendant un examen médico-légal complet. Transfert de propriété à la SARL de Caleb Gould, annulé pour cause d'incapacité statutaire. Matériaux du dossier transmis intégralement au procureur du district de Harlan County pour examen des accusations criminelles, y compris l'abus financier envers les personnes âgées. La conveillance frauduleuse et l'abandon criminel d'un adulte vulnérable. Elle a également fait un renvoi au barreau de l'État concernant le notaire, et un renvoi distinct au bureau du greffier du comté concernant l'enregistrement d'un document dont les irrégularités procédurales étaient, comme elle l'a dit, avec une précision que j'ai respectée, apparente à première vue pour quiconque y prêtait attention. Douglas peine à rassembler ses papiers avec les gestes prudents d'un homme qui vient de vivre un recalibrage professionnel significatif. Warren regardait le banc avec l'expression de quelqu'un qui vient de découvrir que le sol sur lequel il avait bâti sa certitude n'était pas le sol qu'il croyait être. Dans le couloir, alors que le bailli les escortait dehors, Caleb s'est tourné vers moi. Il s'est jeté en avant, pas sérieusement, pas avec une réelle intention physique, mais avec le désespoir animal spécifique d'une personne dont l'histoire vient de s'effondrer entièrement, et qui cherche un endroit où la mettre. Les adjoints ont été plus rapides que lui. Je me suis approché, assez près pour que seul lui puisse m'entendre, les adjoints entre nous. Tu as ruiné ma vie, a-t-il dit. Sa voix était brisée, comme celle de quelqu'un qui n'a jamais eu à rendre des comptes et qui ressent pour la première fois le poids de le faire. Non, ai-je dit. Je l'ai documenté. Tu l'as ruiné toi-même. J'ai reculé. Warren était de l'autre côté du couloir, debout dans son manteau camel, avec ses boutons de manchette, ses contacts de golf, ses dîners et sa certitude absolue qu'il était le genre d'homme que le monde protège. Il me regardait de la manière dont une personne regarde lorsqu'elle effectue un recalcul très rapide qui ne produit pas de résultats acceptables. Il avait dit à une fille de 19 ans, avec une valise et une bourse, qu'elle ne survivrait pas au monde réel. Il avait passé 13 ans à avoir raison sur la plupart des choses, et tort sur celle-là. Il était en train de découvrir la différence. Je ne lui ai rien dit. Il n'avait rien besoin d'entendre de moi. Les preuves l'avaient déjà dit. 8.
Mois plus tard, ma mère vit maintenant à Chicago. La maison, sa maison au volet bleu, est en vente parce qu'elle ne veut pas y retourner, et je pense que c'est la bonne décision. Elle a un appartement de 2 chambres à 4 pâtés de maison du mien. Elle a un médecin en qui elle a confiance et une voisine avec qui elle a commencé à prendre le café le jeudi matin. Elle m'a appelé la semaine dernière pour me dire qu'elle s'était inscrite à un cours de poterie, qu'elle a décrit avec le plaisir spécifique, légèrement gêné, de quelqu'un qui fait quelque chose juste pour soi pour la première fois depuis longtemps. Elle va bien. Ce n'est pas une petite chose. C'est tout. Warren Gould a été inculpé par le procureur du comté de Harlan pour 4 chefs d'accusation, notamment abus financiers envers les personnes âgées, transfert frauduleux et abandon criminel d'un adulte vulnérable. Son procès est prévu pour le printemps. Douglas Penn s'est retiré de la représentation. Le maire, ami de golf, a publié une déclaration en octobre, exprimant son inquiétude face aux allégations, ce qui est l'équivalent politique de s'éloigner d'un incendie. Caleb a plaidé coupable de 2 chefs d'accusation d'exploitation financière d'une personne âgée, dans le cadre d'un accord de coopération, et a reçu 3 ans de probation, une restitution financière obligatoire, et une interdiction permanente de servir de fiduciaire. La SARL a été dissoute. Le compte de crypto-monnaie, ce qu'il en restait, a été saisi. La voisine d'en face, une enseignante à la retraite de 67 ans nommée Gloria Hartwell, m'a appelé après l'audience pour s'assurer que j'avais bien reçu les images qu'elle avait envoyées. Elle a dit qu'elle avait vu des choses se passer dans cette rue pendant 2 ans. Et qu'elle avait eu peur de dire quoi que ce soit, et qu'elle n'avait plus peur. Je lui ai dit que ce qu'elle avait envoyé avait fait la différence. Elle a dit: j'ai pensé que si quelqu'un venait le chercher, je voulais qu'il le trouve. C'est, d'après mon expérience, ainsi que fonctionnent ces affaires. Les preuves sont généralement là. Les images, les dossiers, la documentation, le voisin qui a vu des choses et les a conservées parce qu'ils attendaient que quelqu'un vienne les demander. Le travail consiste à se montrer et à demander. Je retourne dans le comté de Harlan 2 fois par mois pour des procédures judiciaires et pour vérifier quelques autres affaires qui ont été portées à l'attention de mon cabinet dans les semaines suivant l'audience. Parce que lorsqu'une communauté voit un dossier être construit correctement et jugé, les personnes qui ont attendu en silence commencent à comprendre que le silence est facultatif. J'ai 3 nouveaux dossiers clients du comté de Harlan. L'affaire d'abus envers les personnes âgées qui étaient sous le nez de tout le monde pendant des années, étouffées tranquillement sous le poids de l'architecture sociale d'une petite ville. Warren m'a dit que j'étais une secrétaire glorifiée. Je ne passe plus beaucoup de temps sur cette phrase. Ce sur quoi je passe du temps, c'est le travail, qui est réel, et les résultats, qui sont mesurables. Et ma mère, le jeudi matin, prenant un café avec sa voisine et rapportant, au téléphone, que le cours de poterie est plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé et qu'elle n'est pas encore très douée. Encore. Ce mot. L'homme qui a dit à une jeune femme de 19 ans qu'elle ne survivrait pas au monde réel est maintenant traité par lui. J'ai fait le traitement. Ce n'est pas de la vengeance. C'est juste ce qui arrive quand on passe une décennie à apprendre à construire la chose qui allait toujours le faire tomber, et qu'on attend, et qu'on reste prête. Et quand le téléphone sonne à 3 heures du matin, vous mettez votre manteau, vous montez dans la voiture et vous roulez vers ce qui vous attend, de l'autre côté de 300 miles de blizzard. Elle a dit, aide-moi. Je suis venu. Le reste n'était que de la paperasse.